Salut à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour finalement mettre dans ce paludarium orchidarium de la vie animale. Parce qu'il faut savoir que ce palu-là, cet orchidarium-là, il tourne depuis 1 mois et demi. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je mets tout en fonctionnement, bah, je vous mets un lien là-haut. Vous verrez toutes les étapes que j'ai faites pour arriver à ce résultat-là. En gros, voilà, pendant ce mois et demi où il a tourné un peu à vide, entre guillemets, en tout cas juste avec les espèces végétales, et ben, ça m'a permis de régler les paramètres de l'eau, les paramètres d'éclairage, les paramètres de chauffage et les paramètres de brumisation pour avoir une bonne humidité relative dans tout le bac. Une fois que ça s'est fait, ben en fait, j'ai eu les premiers signes que je faisais quelque chose de bien parce que les mousses se sont développées, les plantes épiphytes, que ce soit les petites fougères arborescentes du genre micro-gamma, elles se sont bien développées. Et surtout au niveau des orchidées, ça a vraiment été l'explosion parce que j'ai des départs de racines, des départs de feuilles, même des départs de rampes florales sur certaines. J'ai une floraison actuellement, enfin je vois bien que du coup ça fonctionne bien et du coup c'était le bon moment là de pouvoir mettre les petits animaux de la partie terrestre. Donc vous l'aurez compris avec tout simplement la vignette YouTube, hein, qu'il s'agit donc de crabe vampire Red Devil. Ça fait un peu peur comme nom, mais en fait c'est une espèce super cool, super petite, assez timide et territoriale, donc ils vont peut-être pas être vus beaucoup, mais en fait ils vont permettre quand même de créer un peu de pollution dans la partie terrestre qui par dissolution va atterrir dans l'eau, et après cette pollution-là va être utilisée en brumisation sur les orchidées, justement pour créer de la fertilisation faible mais constante. Donc voilà, et ben on les déballe parce qu'ils sont juste là et je pense qu'ils en ont marre d'être dans leur petit sac de transport. On jette un œil et puis on les installe et je vous en parle au fur et à mesure. Ça marche? À toutes! Voilà, donc le petit sac de transport, on voit rien pour le moment, mais vous voyez quand même bien que par rapport à la taille de mes doigts en dessous, c'est quand même des tout petits animaux. Donc là, il s'agit du mâle. Ils sont pas hyper colorés encore parce qu'en fait, c'est des animaux qui n'ont pas totalement fini leur croissance. Mais je vais vous montrer quand même qu'on peut bien distinguer le mâle et la femelle. Alors, on peut les retourner pour regarder au niveau du plastron comment ça se passe et les dessins qu'il y a, mais vous voyez bien là déjà les petits yeux rouges là qui dépassent, enfin super, hein, j'adore. Et mais en gros là, vous allez bien voir en montrant les deux individus côte à côte, en fait, que celui-là, qui est le mâle, en fait, a les pinces beaucoup plus grosses. La coloration, c'est pas forcément un bon moyen sur cette espèce-là pour vraiment regarder au niveau du dimorphisme sexuel. Le plus efficace, hein, comme je disais, c'est de regarder sous le plastron. Mais là, comme les pauvres bêtes, elles ont fait le voyage, elles sont traumatisées un petit peu, on va les laisser tranquilles pour le moment. Mais celui-là, c'est le mâle. Et puis, donc je vais le déballer en premier, je vais le mettre dans la petite boîte en dessous, comme ça vous pourrez le voir un peu mieux. Et puis après, on va l'intégrer tranquillement dans le paludarium. Voilà, j'ai sorti le mâle de son sac, hein. Donc, comme vous pouvez voir, il est pas encore tout à fait très très coloré, mais il a quand même bien ses petits yeux jaunes et ses petites pinces rouges. Super, super cute, comme ils diraient les Anglais. Et en fait, il faut pas avoir peur de les prendre à la main parce qu'en fait, les pinces ne s'ouvrent pas assez pour qu'ils puissent vraiment vous pincer, quoi. Vous voyez, je le sens à peine en fait marcher sur ma main. Ils sont tellement légers. Et donc ça c'est le mâle. Donc je vais aller le mettre. Je vais le mettre dans la petite caisse, dans la petite boîte en dessous. Tiens bonhomme. Allez, on y va. Voilà. Alors, il n'a pas l'air décidé de vouloir partir. Allez, bonhomme. Voilà. En tout cas, dans sa petite boîte. Donc ça, c'est le mâle. Je vais vous montrer la femelle maintenant. Donc je vais déballer. Je vais ouvrir le petit sac. On va pas trop les manipuler longtemps hein, parce que c'est une espèce en fait qui est nocturne, qui est assez peureuse en plus. Là, c'est juste pour vous les montrer, mais on va essayer de vite les installer. Et puis, donc c'est nocturne, peureux, c'est assez territorial. Et comme je disais un petit peu dans la présentation, en fait, c'est des crabes qui sont la femelle. Vous voyez les pinces qui sont beaucoup plus petites que l'autre, mais là, pour le coup, elle a vraiment les yeux jaunes, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable comme animal. C'est incroyable. Mais donc, comme je vous disais, en fait, c'est un crabe en fait qui n'est pas du tout aquatique. En fait, c'est-à-dire que 80% de son temps, il le passe en fait sur la terre ferme, en fait, à proximité de petits ruisseaux en Indonésie. Et il va de temps en temps dans l'eau, en fait, parce que comme c'est des invertébrés, donc c'est-à-dire que ils n'ont pas de squelette à l'intérieur, donc leur carapace, c'est appelé un exosquelette, donc c'est-à-dire exo, donc à l'extérieur du corps, en gros. Et en fait, ça limite la croissance. Donc en fait, pour pouvoir grandir, ces petits animaux-là, ils ont besoin de muer tout simplement, comme les serpents, comme pas mal de reptiles. Et en fait, du coup, pour muer,
Et ben, les crabes vampires, ils ont besoin d'une forte humidité et puis d'un petit point d'eau parce qu'ils vont dedans pour que ça les aide au niveau de la mue, tout simplement de leur petite carapace. Vous voyez, là j'ai rapporté la boîte, ils se faisaient face. Vous voyez bien quand même que celui qui est en bas à droite, lui là, qui est le mâle, déjà il est un peu plus coloré, il a une tache marron orange sur le dos. Et en fait, ses pinces, elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus colorées. Donc c'est aussi une des façons de différencier le mâle de la femelle. Donc là, je vais les mettre dans le paludarium. Et puis bah, vous allez voir leur premier pas dans le paludarium orchidarium. Tu tiens ou pas? Allez, bonhomme. La petite femelle, on va la mettre là, sur la petite racine. C'est pratique parce qu'on voit bien les yeux, mais ouais, direct, elle essaie de se camoufler un petit peu voilà, sous la feuille. Parce que comme je disais, hein, c'est des animaux qui sont très peureux, nocturnes et territoriaux. Donc il faut avoir pas mal de cachettes, comme ça ils ne s'ennuient pas les uns les autres. Et donc voilà. Alors après, si jamais vous voulez avoir des animaux comme ça chez vous, eh ben, c'est hyper simple, hein. Suffit d'avoir un paludarium, ou en tout cas quelque chose avec une bonne partie terrestre et une partie un petit peu aquatique qui n'a pas besoin d'être aussi profonde que la mienne, hein. Parce que de toute façon, ils vont y aller très très rarement. Et en fait, du coup, au niveau des températures, c'est assez flexible, entre guillemets. Bien sûr, hein, ça vient d'Indonésie, donc on se doute bien qu'une température ambiante de nos habitats en France, ça va peut-être pas suffire, mais encore que ça dépend comment vous chauffez. Mais en gros, voilà, si jamais vous avez à peu près 25 degrés dans votre paludarium orchidarium, hein, pourquoi pas mettre des orchidées aussi en plus, comme ce que moi j'ai fait, et ben en fait, ça va leur convenir tout à fait. Donc moi, il faut savoir que comme j'en ai que deux, peut-être un trio, peut-être une autre femelle à un moment donné, je verrai comment se comporte le mâle. Et ben, en fait, il faut juste adapter la taille de sa partie terrestre au nombre d'animaux, quoi. Donc c'est-à-dire que dans une petite partie terrestre comme la mienne, on va pas en mettre 10, quoi. 2, je pense que c'est bien. 3, ça serait peut-être un peu trop. Je sais pas exactement. On va voir à l'usage, entre guillemets, comment ils s'y font, qu'est-ce qu'ils explorent pas. Sachant qu'ils peuvent tout à fait monter donc sur les racines qui sont à leur disposition, hein. On peut très bien, à un moment donné, les retrouver sur là où il y a la mousse, là, ils pourraient très bien un jour se retrouver là, quoi, parce que il y a pas mal d'aspérité dans la branche que j'ai choisie, dans la racine que j'ai choisie, donc ils peuvent très bien s'y plaire bien, quoi, et puis s'amuser. Bah, Java, en fait, ils sont, donc comme je disais, hein, c'est une espèce qui est terrestre, donc elle va dans l'eau très rarement pour muer et puis pour passer du temps, mais c'est très très rare, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne partie terrestre pour qu'ils puissent s'y sentir bien. Et en fait, du coup, à Java, ben, au bord des ruisseaux, voilà, de petites zones aquatiques humides, ben, toujours un peu de mousse, et en fait, ils adorent vraiment passer du temps sur la mousse comme ça. Au niveau de l'alimentation, les crabes vampires, en fait, ils sont omnivores, donc c'est-à-dire que voilà, ils peuvent manger de tout, mais c'est quand même mieux de leur fournir des aliments à teneur protéinée, donc un peu carnée. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez d'autres animaux, notamment lézards, etc., et que il vous reste des grillons, des tout petits grillons, ils peuvent, avec des moyens de prédation, en fait, se nourrir de grillons. Après, si jamais vous voulez nourrir au granulé, bah, c'est tout à fait possible. Vous pouvez acheter des choses comme ça, en fait. Donc ça, c'est de l'aliment pour poissons. Sauf que dans la description, ils disent, dans la description en français plutôt, ils disent que voilà, en ingrédients, c'est mollusques et crustacés, etc. Donc en fait, ça leur permet d'avoir une bonne alimentation avec pas mal de protéines animales qui va leur permettre de bien développer leur squelette et de convenir à leurs besoins alimentaires, quoi. Donc voilà, on va laisser les petits crabes s'acclimater tranquillement. J'ai vu le mâle, il a l'air un petit peu moins peureux que la femelle. Donc la femelle, elle est arrivée, elle s'est cachée tout de suite, vous l'avez vu, hein, sous la feuille, avec que son petit œil jaune qui dépasse. Mais le mâle, il a l'air d'un petit peu explorer, donc on va le laisser tranquillement. Je referai des plans un petit peu plus serrés d'eux un peu plus tard, parce qu'ils sont plus intéressants que ma tête.
Je voulais juste vous conseiller, si jamais ça vous intéresse, il y a un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est aux éditions Chimera, qui s'appelle Basics, donc Vampire Crabs. Donc c'est un livre qui est en anglais, malheureusement, et je crois pas qu'il soit traduit. Après, ils font en gros des petites fiches, des doubles pages, voire triple pages sur telle ou telle sous-espèce de Geocesarma. Euh, et en fait, c'est hyper pratique. Et bon, après, je sais plus combien exactement ça coûte, c'est pas hyper cher. Et ça donne quelques infos. Ça donne aussi tous les types de crabes qu'on peut avoir, qu'on peut essayer de trouver dans le commerce. Et puis et voilà, ça donne quand même quelques petits renseignements. Donc je vous recommande ce bouquin-là. Peut-être que vous pouvez le trouver sur Amazon. Et en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à ces petits crabes vampires, en fait, c'est qu'il y a deux espèces qui sont prédominantes en captivité. Il y a les Geocesarma hagen, donc comme ceux-là, les Red Devil, et puis il y a les Geocesarma dénerlés, qui sont eux beaucoup plus. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs. Voilà, ça c'est un dénerlé. Et en fait, vous pouvez peut-être vous demander en fait pourquoi est-ce qu'ils portent des noms de sous-espèces qui représentent, ce sont des grosses marques d'aquariophilie allemandes en fait, Hagen et Denerley. Ben, en fait, tout simplement parce que ces deux entreprises allemandes, elles ont sponsorisé ou en tout cas financé la recherche dans les années 2000 sur l'île de Java pour en fait aider les scientifiques à décrire scientifiquement telle ou telle espèce, telle ou telle sous-espèce, etc., faire des recherches. Et en fait, du coup, ils ont nommé une espèce Denerley et une espèce Hagen. C'est pour ça que, bizarrement, ça s'appelle comme ça, parce que la marque Denerley, en tout cas en aquariophilie, elle est hyper connue, et c'est la raison qui se cache derrière. Ça vit 2-3 ans. Il faut savoir que dans le bouquin, du coup, ils en parlent de la longévité, l'espérance de vie, et en fait, c'est toujours assez rare parce que le bouquin a été écrit d'après des animaux prélevés dans la nature, donc en fait, ils sont jamais trop sûrs de l'âge qu'ont les animaux quand ils sont prélevés et mis à l'état captif. Et c'est assez prolifique au niveau de la progéniture. Après, il faut savoir que dans un petit espace comme ça, si jamais ils se reproduisent, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait trop de petits qui survivent parce qu'ils peuvent être assez cannibales, surtout dans les espaces restreints. Il faut savoir qu'une femelle, elle peut produire selon la taille entre 20 et 80 œufs qui vont éclore et du coup, après les petits sont tout petits au début et du coup ils servent de temps en temps malheureusement de coupe-faim pour les parents. Mais voilà, c'est assez complet. Au niveau de l'éclairage, bah, c'est un éclairage standard. Il y a pas mal de débats en fonction de l'apport d'UV B, notamment les UVB pour leur coloration. Moi j'ai vu des choses en fait qui impactaient peu, enfin les UVB n'impactent peu, sachant que c'est des animaux nocturnes. Mais il y a pas mal de gens qui avançaient la thèse de si jamais on leur fournit pas des UVB, leur coloration va s'en ressentir. Pour les espèces nocturnes, j'ai du mal à voir le lien. Moi, je pense qu'il s'agit juste en fait d'une maturité au niveau de l'âge en fait, et que les jeunes, les juvéniles, seront de toute façon beaucoup plus ternes, comme c'est le cas de beaucoup d'autres espèces animales également. Donc en gros, voilà, c'est assez facile, ça ne demande pas beaucoup de place, vous pouvez avoir un tout petit bac de 20 cm par 20 cm dès l'instant que vous avez à peu près un ratio de 70% de surface terrestre et 20-30% de surface aquatique, ça leur suffira. Il faut les maintenir grosso modo à 25 degrés, avoir un bon cycle jour-nuit, de la vaporisation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir comme moi j'ai une brumisation automatique, hein. Vous pouvez pulvériser manuellement, mais c'est plus facile si jamais vous partez un petit peu en week-end, etc. Donc voilà, c'est pas des animaux hyper actifs, mais comme je disais, sachant que mes branches, elles ont pas mal d'aspérités dans lesquelles ils peuvent monter, je peux tout à fait en retrouver un à un moment donné à mi-hauteur du paludarium. Je pense que c'est possible, on verra. Si jamais ça arrive, je vous ferai des petites vidéos, des petites photos. Et du coup, en parlant de ça, comme je vais pas non plus faire des vidéos toutes les semaines sur mes crabes vampires, là, sur mes Red Devil, et ben, je vous suggère donc de me suivre sur Instagram. C'est là où je posterai le plus souvent des photos update, des petites vidéos rapides update. Donc ça s'affiche en bas, vous pouvez me suivre, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si jamais il y a une photo que vous aimez, bien vous mettez un like et puis ça sera cool. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo sur l'intégration de mes petits crabes vampires de la partie terrestre. Mais en tout cas, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. De vos likes sur les vidéos, c'est cool. N'hésitez pas donc du coup à liker la photo la vidéo pardon, si jamais vous avez appris des trucs, si jamais ça vous a donné envie, si jamais vous élevez vous-même des Geocesarma et qu'il y a une information que j'ai pas dite ou quelque chose que j'ai dit qui est incorrect, commentaire, j'ai pas d'ego,
Il n'y a pas d'ego mal placé. Si jamais j'ai dit une bêtise, vous me le dites. Mais je pense que je suis assez bien renseigné sur le sujet, mais on ne sait jamais. Alors, en attendant, même si jamais j'ai pas fait de bêtises, mais que vous en élevez, bah, commentez quand même pour me donner des tuyaux, des trucs qu'ils aiment mieux que d'autres au niveau alimentaire notamment. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo sur les réseaux. Si jamais vous avez des potes qui ont des GeoCésarma, Césarma, bah, vous pouvez envoyer la vidéo également. Je vous remercie énormément et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!